suis Valentin, cofondateur du Club des RH. Donc, certains sont déjà membres de la communauté, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fédère une communauté de consultants indépendants dédiés au métier des ressources humaines. Aujourd'hui, on a plus de 900 membres répartis sur plus d'une trentaine de métiers, avec une présence partout en France. Et notre rôle, c'est tout simplement faciliter la mise en relation entre une entreprise en recherche et un freelance également en recherche d'une mission. En l'occurrence, du coup, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a décidé en 2025 d'accélérer sur le format webinar pour pouvoir justement développer ce format avec du partage d'expertise de nos membres sur des sujets d'actualité. En l'occurrence, la RSE en fait partie. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que de plus en plus d'équipes RH ont ce scope de la RSE à leur charge et ça devient une priorité dans leur roadmap pour 2025. Pour autant, elles ne savent pas forcément par quoi démarrer. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un premier aperçu par le biais de Laura, qui est donc consultante RSE et qui nous racontera son parcours, mais qui a quand même pas mal d'années d'expérience autour de ça, pour qu'elle puisse vous donner un petit peu et vous expliquer les premières étapes pour pouvoir faciliter la mise en place de ce projet dans votre entreprise, ou en étant consultant, de pouvoir plus facilement comprendre quels sont les enjeux d'un point de vue RH. Je pense qu'on les connaît tous. Il y a des enjeux d'attractivité aujourd'hui, mais aussi des enjeux de rétention des talents, mais de pouvoir plus facilement aussi être proactif pour pouvoir accélérer sur le sujet dans les prochains mois. Donc Laura, je te laisse la main, peut-être avant toute chose en termes de bonnes pratiques. Là, le but, c'est d'avoir un échange hyper interactif. Donc, si vous avez des questions en cours de route, il y a deux manières de pouvoir les poser. Soit vous pouvez lever la main tout simplement, soit les poser dans le chat et Clément, du coup, fera le relais pour pouvoir poser les questions à Laura. Voilà, le but, c'est que ce ne soit pas trop descendant, mais plus interactif, histoire que ce soit le plus agréable possible. Laura, je te laisse la main. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde et je partage complètement ce point de vue. Ne me laissez pas toute seule à présenter. L'objectif, c'est vraiment pouvoir vous donner des outils qui soient clairs, un peu clés en main, pour vous accompagner au mieux dans cette jungle de la RSE où il y a plein de choses à faire. Donc, on va le faire étape par étape et n'hésitez pas à me couper. On va poser des questions pour que je puisse rebondir sur peut-être des cas pratiques qui vous sont personnels. Du coup, exactement, je m'appelle Laura, je travaille dans la RSE depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai un parcours dans les entreprises, principalement les entreprises françaises, à portée internationale, avec un objectif toujours d'arriver au moment où il n'y a rien, au moment où il faut créer une politique, mettre en place une stratégie. Donc, j'ai toujours eu la chance de pouvoir défricher, d'accompagner, de comprendre quels sont vraiment les enjeux de l'entreprise pour pouvoir mettre en place une stratégie qui fait sens. J'ai eu la chance de pouvoir bosser avec des entreprises de toute taille, mais avec une petite spécialité avec des entreprises plutôt moyennes, où la RSE, du coup, est un sujet qui est mis en avant par des investisseurs, par des clients, par même des collaborateurs qui commencent à poser des questions, et où, du coup, l'environnement de l'entreprise commence à pousser sur ces sujets, et l'entreprise se retrouve un petit peu démunie parce que c'est pas son cœur de métier et parce qu'elle sait pas quoi faire. Du coup, j'ai eu beaucoup de chance à chaque fois d'avancer sur ces projets-là. Et le sort a fait que j'ai une petite spécialité dans le numérique responsable, car j'ai bossé surtout dans des boîtes tech dans lequel il y a pas mal de choses à faire, où on a la sensation que le numérique, c'est joli et tout est un petit peu dans les nuages, mais il y a des véritables enjeux sur les 3 piliers de la RSE, je vais vous en parler un petit peu. Et là-dessus, ça a été vraiment, vraiment sympa. Il y a 1 an, je me suis lancée du coup à mon compte pour accompagner les entreprises avec, pareil, une petite spécialité sur l'accompagnement des petites et moyennes entreprises pour mettre en place des solutions RSE qui soient concrètes et qui répondent réellement à la stratégie de l'entreprise. Il y a plein de réglementations, il y a plein de cases à cocher quand on fait de la RSE. Elle est vraiment différente quand elle est engagée dans un grand groupe, quand elle est engagée dans une petite entreprise. Et mon objectif et ma vision, c'est toujours d'être assez pragmatique, de dire déjà, on va commencer par un état des lieux, il y a déjà plein de choses qui sont faites, et à partir de là, on va construire une stratégie qui est la plus pertinente pour l'entreprise. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui sur comment démarrer, comment se lancer dans la démarche. On va démarrer tout doucement avec la définition du développement durable, parce que
tout part de là, de cette définition-là, et tout part du principe de développement durable. Il y a plein de noms qui sont donnés quand on parle de RSE, on parle de développement durable, on parle de la RSE, on parle de l'ESG maintenant. Et du coup, c'est essayer de s'y retrouver un petit peu avec tout ça. Ce que vous devez retenir, c'est que tout démarre de cette définition-là, qui est simplement de dire, quand je crée un produit, quand je crée un processus, quand je crée un service, je dois prendre en compte cette démarche de développement durable qui est tout simplement, je réponds à mes besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Comment est-ce que je réfléchis de manière durable pour anticiper les problématiques que je vais avoir dans le futur? Ça s'arrête là. C'est simplement cette logique qu'il faut avoir. Quand on a créé la RSE, on a simplement appliqué les principes de développement durable à l'entreprise. La RSE, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est comment est-ce qu'en tant que structure, j'œuvre au quotidien dans une démarche un peu d'accompagnement et de création qui fait sens sur la durée. Clairement ça. Il y a 3 piliers qui se distinguent vraiment dans la RSE. Il y a le pilier environnemental, le pilier social et le pilier économique, qu'on peut appeler gouvernance économique en fonction, ou sociétale en fonction des structures. Mais on est sur ces 3 piliers-là. Le premier pilier, c'est l'environnement. C'est tout simplement comment moi, en tant que structure, je mesure l'impact que j'ai sur mon environnement. Je parle de l'environnement, c'est la planète. Ça. Quand je suis au quotidien, quand mes collaborateurs viennent au travail, quand je produis mon produit, quand je crée mon produit ou je produis mon service, quels sont tous les impacts que j'ai sur l'environnement, moi en tant qu'entreprise, mais également sur toute ma chaîne de valeur, également au niveau de mes fournisseurs, également après avec mes clients, quand ils vont utiliser mon produit, mon service, quel impact ça va avoir sur la planète. Donc ça, c'est vraiment l'étape de je prends soin de la planète et pour le faire, je commence par une mesure et après, je mets en place un plan d'action pour venir minimiser cet impact-là. Ensuite, il y a le pilier social. Ça là-dessus, on est tous assez au clair. C'est comment est-ce que j'œuvre pour offrir un cadre de travail qui soit sain et épanouissant pour tous les collaborateurs qui sont au sein de mon entreprise. Mais maintenant, on se rend compte que la RSE est en train doucement d'évoluer vers une prise en compte du respect des droits de l'homme et des normes de sécurité sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Il y a une responsabilité qui est donnée aux donneurs d'ordre sur leurs fournisseurs et la manière dont ils emploient leurs personnes et leur personnel au sein de la chaîne de valeur. Et enfin, il y a un 3e pilier, économique, sociétal, gouvernance. C'est tout simplement comment est-ce que j'agis en tant qu'acteur économique pour être le plus responsable possible d'une manière éthique. Là-dedans, on va retrouver les enjeux d'achat responsable, de compliance, s'assurer qu'il y ait une protection des lanceurs d'alerte, s'assurer que ma gouvernance d'entreprise est autonome, n'a pas des sujets d'indépendance au niveau peut-être politique, au niveau économique, etc. Ça, c'est les grands enjeux. Du coup, la RSE, c'est très vaste. Il y a énormément de sujets. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est simplement de se dire comment est-ce que j'œuvre, moi, en tant qu'entité économique, pour essayer de maximiser mes impacts positifs tout en diminuant l'ensemble des impacts négatifs que je pourrais avoir sur la chaîne. Que ce soit pour la planète, pour mes collaborateurs ou les collaborateurs de ma chaîne de valeur et pour la société. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a défini cette stratégie-là, on parle des ESG qui reprennent en fait les 3 piliers de la RSE, qui sont Environment, Social and Governance, qui sont du coup ces trois grands enjeux, qui sont simplement des indicateurs de performance de l'entreprise. On va souvent vous parler, j'ai une stratégie ESG, etc. C'est pas une stratégie, la stratégie, c'est la stratégie RSE, ou CSR si vous voulez le mettre en anglais. Et les ESG, c'est simplement des indicateurs de performance qui viennent dans chacun des piliers pour pouvoir mesurer l'efficacité de votre politique RSE. C'est clair, comme ça, au moins, vous avez la définition d'un petit peu. Alors, quand je veux me lancer dans une démarche RSE, je vous ai précisé, il y a ces 3 grands piliers, mais pour aller un petit peu plus en détail, voilà 7 grandes thématiques, les 7 piliers de la RSE qui nous proviennent de la norme ISO 26000, qui est une norme très sympathique, une norme qui n'est pas certifiante, qui est une norme qui vous permet simplement d'avoir un guide de bonne pratique pour mettre en place la stratégie RSE au sein de sa structure. Les 7 piliers sont les suivants. Le premier, c'est la gouvernance. On démarre avec un peu en ordre chronologique. C'est la gouvernance. C'est comment est-ce que j'intègre la RSE à la stratégie de mon entreprise. La RSE, c'est pas quelque chose qui se fait à part. Je vais m'amuser à trier mes poubelles, à mettre en place une politique QVT, à mesurer mon impact environnemental, etc., etc. Il faut que ça fasse sens avec la stratégie de l'entreprise. Sinon,
ça va capoter au bout de quelques mois, ou alors vous avez une personne qui est motivée, qui le met en place le temps de sa présence dans l'entreprise. Une fois que la personne est partie, du coup, la politique ou la stratégie n'est plus du tout portée, et du coup, ça n'a pas de sens. On démarre vraiment par la gouvernance, c'est comment est-ce que je l'adapte à mon business, à ma création de produits, à ma création de valeur. Ensuite, il y a les enjeux de droits humains, c'est comment est-ce que je respecte les droits de l'homme dans toute ma chaîne de valeur, pas uniquement chez moi, en France, dans mon entreprise, mais avec tout ce qui se passe en amont chez mes fournisseurs. Ensuite, il y a la notion des relations et conditions de travail. Une fois de plus, c'est le même principe de je prends soin de mes collaborateurs, pas dans un sens paternaliste de devoir tout faire pour eux, mais simplement leur offrir un cadre qui soit le plus épanouissant et le plus engageant possible. On revient sur ces sujets d'attractivité et de rétention. Comment est-ce que je fais en sorte d'avoir une masse salariale qui soit la plus épanouissante dans l'entreprise, qui me recommande en tant qu'employeur, mais également en tant que fournisseur de services. Ensuite, il y a la partie environnement. On en a déjà parlé. Comment est-ce que je mesure et je minimise mon impact sur la planète. Il y a les enjeux de loyauté des pratiques, devenir un acteur éthique, les enjeux de lutte contre la corruption, les enjeux d'indépendance de ses organes de direction, les enjeux d'achat responsable, s'assurer que même moi, en tant que client, j'apporte une démarche la plus loyale et la plus éthique possible sur toute la chaîne de valeur. Et ça nous amène au pilier suivant, qui est de la même chose, côté du coup, clients et consommateurs finaux de mes produits et de mes services, comment je m'assure de les créer de la manière la plus durable possible, pour pas qu'il y ait de duperie ou de tromperie derrière, et m'assurer que je respecte du coup, mon client et mon consommateur de la même manière que je vais respecter mes fournisseurs, mes collaborateurs et les consommateurs finaux. Et le dernier enjeu, qui est l'ancrage territorial, en général, la RSE, à l'époque, démarrer un peu sur ces enjeux-là, sur comment est-ce que je dois faire en sorte d'être dans un territoire et de dynamiser le territoire grâce à mon activité économique. Ça passe par du mécénat, qui peut être du mécénat de compétences, du mécénat financier, du mécénat en nature, simplement donner des équipements de l'entreprise. Ça peut être également comment est-ce que je me lie aux initiatives locales d'embauche pour essayer de vraiment créer un territoire qui fonctionne grâce à l'entreprise et qui est capable d'alimenter également l'entreprise en talent, et comment est-ce qu'en fait je crée un vivier autour de chez moi qui est le plus durable possible pour trouver des collaborateurs, pour vendre mes produits et peut-être pour trouver des fournisseurs. C'est tout ce maillage-là et c'est comme ça qu'on démarre quand on veut lancer de la RSE, c'est se demander où on en est et ce qu'on peut faire au niveau local. C'est clair ? Ici, du coup, une fois que je suis passée sur ces grands piliers, il y a énormément d'enjeux RSE qui sont liés derrière. Je vous en ai présenté ici quelques-uns, mais il en existe des tas. Je vous ai mis des petits pictogrammes pour savoir est-ce que c'est de l'environnement, est-ce que c'est du social, est-ce que c'est du sociétal, mais il y en a vraiment beaucoup. Là, je vous ai mis en avant ceux qui me semblent être les plus présents dans les entreprises, mais il en existe vraiment, vraiment beaucoup. On a les enjeux sur le changement climatique, on a les enjeux sur l'érosion de la biodiversité, on a les enjeux sur la pollution de l'eau, des sols et de l'air, les enjeux sur la gestion des déchets, la production et la gestion des déchets, l'utilisation des ressources. C'est les grands enjeux des dernières années. Quel type d'énergie je fais entrer dans mon entreprise et quelle est ma dépendance vis-à-vis de ces énergies-là. Ensuite, sur les enjeux RH, on va avoir forcément la qualité de vie au travail, diversité et inclusion qui arrive très souvent, et l'engagement des collaborateurs. Enfin, sur les parties plus sociétales, on va avoir le mécénat, les achats responsables, la compliance. Et je vous ai mis un petit enjeu sur le greenwashing. C'est pas qu'il faut faire du greenwashing, au contraire. C'est que maintenant, il y a des obligations au niveau de l'État. On n'est plus capable de pouvoir dire tout ce qu'on veut quand on promeut ces produits ou ces services. Il y a une obligation de devoir argumenter et présenter des faits quand on met en place une démarche, qu'elle soit environnementale, sociale ou sociétale, pour montrer qu'elle a des bénéfices. Donc, on essaye, dans une démarche RSE, toujours, d'être le plus transparent possible dans sa démarche, même si on n'est pas parfait, et personne ne sera jamais parfait. C'est l'objectif d'avoir une amélioration continue sur ces sujets-là. Jamais on n'arrêtera de polluer, jamais on sera expert sur les sujets RH, jamais on sera expert sur les sujets sociétaux. Par contre, on est dans une démarche d'évolution. L'entreprise évolue avec sa société, évolue avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec ses collaborateurs.
et on n'arrête jamais une politique, elle vit au fur et à mesure de la stratégie de l'entreprise, mais pour ça, il faut pouvoir l'exprimer et exprimer du coup de manière transparente via des rapports RSE, via de la communication, via, peu importe, l'état dans lequel l'entreprise met en place sa politique et ses enjeux pour essayer d'atteindre et de s'améliorer au fur et à mesure. C'est les grands enjeux. Alors Laura, je te coupe 2 secondes, il y a Oui. une main qui vient de se lever dans l'audience. J'écoute. La parole à la personne qui lève la main. Petite question, Laura, par rapport justement aux enjeux RH liés à la RSE. Tu parlais de QVT, d'inclusion et d'engagement des collaborateurs. Est-ce que tu peux juste préciser un petit peu en quoi ça consiste, l'engagement des collaborateurs côté RSE? Alors, l'engagement des collaborateurs, c'est de te dire, alors moi, j'ai une masse de collaborateurs. Mon objectif, c'est qu'ils s'engagent pour mon entreprise, dans le sens où ils soient fiers d'appartenir à l'entreprise, ils contribuent à la stratégie de développement de l'entreprise et ils m'accompagnent pour être des gens, du coup, fidèles à ma culture d'entreprise et fidèles à mon entreprise. La manière dont on fait quand on veut mettre en place une mesure de l'engagement ou un développement de l'engagement des collaborateurs, on commence par de la mesure. En général, ça passe par des questionnaires de satisfaction, des questionnaires employés que vous pouvez retrouver soit de manière régulière, ça dépend des entreprises. Il y en a qui font ça toutes les semaines, il y en a qui font ça tous les trimestres en fonction des différents KPI ou des différentes stratégies qui sont données, soit ça se fait une fois par an. L'objectif, c'est tu mesures quel est l'état de satisfaction de ton entreprise, de tes collaborateurs. Est-ce que tes collaborateurs sont engagés, croient en ton entreprise, font confiance aux organes de direction? Est-ce qu'ils sont au courant de la stratégie qui est mise en place? Est-ce qu'ils se positionnent un petit peu sur un avenir de l'entreprise? Est-ce que ce qui leur est mis à disposition en termes de RH, alors ça va être un package financier, ça va être la mobilité, les possibilités de mobilité qu'ils peuvent avoir dans l'entreprise ou les possibilités de formation qui peuvent les accompagner. Est-ce que tout ça les satisfait? Et en général, on fait une autre petite partie, c'est quelles sont les recommandations que pourraient avoir les collaborateurs par rapport à nos différentes politiques. Mais ce qui est important dans l'engagement des collaborateurs et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, vous le savez très bien, embaucher quelqu'un, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. En général, ça coûte beaucoup. Et c'est peut-être un peu plus facile de retenir les candidats en créant un cadre de travail qui est le plus épanouissant possible pour eux que d'aller chercher des talents à droite à gauche, parce qu'il y a de la formation, de l'intégration, etc., etc. Donc, c'est vraiment sur ce sujet-là. Je pars toujours du même principe en RSE, vous allez voir, je vais vous le rabâcher. Tu pars de la mesure, donc en général, tu fais une enquête de satisfaction, et à partir de cette enquête de satisfaction, tu mets en place un plan d'action. Parce que souvent, dans les boîtes, on s'amuse à faire des enquêtes de satisfaction, la météo des émotions, tout ce sujet-là. Mais si derrière, les collaborateurs remontent des problématiques ou remontent des volontés d'aller dans certaines directions et qu'il y a derrière aucune prise en compte de la remontée, ça va très vite s'étioler et du coup, vous allez avoir un engagement qui, au fur et à mesure, se réduit. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, très, très clair. C'est l'intégrer finalement dans sa marque employeur, quoi. Exactement. Tu l'intègres dans ta marque employeur, mais tu l'intègres également dans ta stratégie un peu business. C'est du coup quelle est la vision des collaborateurs pour continuer de croire en l'entreprise. Parfait. Merci beaucoup. Avant de reprendre, Laura, il y a 2 autres questions. Après, je pense qu'on pourra continuer la présentation. Mais du coup, il y a Sylvie qui a levé la main et j'ai vu qu'il y avait une autre question dans le chat. Sylvie, je te laisse prendre la parole. Oui, merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Bon. J'ai une question en 2 parties. Comment vous faites pour convaincre l'entreprise que ce n'est pas une énième contrainte avec des indicateurs, mais une politique qui peut lui être bénéfique? Et deuxièmement, comment ils embarquent leurs propres collaborateurs sur cette politique RSE? Merci. Bien. Alors, la première, en général, et c'est la manière dont moi je fonctionne, c'est que pour que la politique fasse sens et pas qu'on se rende compte que c'est encore la nana qui doit gérer les déchets qui m'embête avec sa politique RSE, c'est simplement de partir de l'environnement de l'entreprise. En général, maintenant, de plus en plus, les investisseurs poussent à la porte pour avoir des informations sur le bilan carbone, le taux de diversité de l'entreprise, le taux d'engagement des collaborateurs, et ça commence à pousser. Et en fait, on conditionne le financement ou l'accès au financement par rapport à ces sujets-là. Donc, en général, l'entreprise est un peu plus encline à aller sur ces sujets parce que derrière, il y a une petite carotte de l'argent. Ensuite, il y a des grands enjeux sur les consommateurs finaux et également la société. Donc, c'est ça qui pousse également pour pouvoir motiver l'entreprise.
Et après, il faut être assez malin pour démarrer avec un projet qui ne prend pas beaucoup de temps, mais qui a des impacts positifs. Je prends un exemple. Un exemple, par exemple, pour moi, quand je suis arrivée chez OVH Cloud, qui est un hébergeur informatique, j'ai été embauchée pour, à l'époque, démarrer et mettre en place le plan de déplacement de l'entreprise. Ça n'existe plus, mais c'était un objectif de mapper l'ensemble des déplacements des collaborateurs entre leur domicile et le travail, pour essayer de réduire, essayer d'éviter que les gens prennent leur voiture, etc. Ça, c'est très mignon, je peux le faire et il n'y a pas de problème, mais ça ne va pas avoir un impact très important sur le business de l'entreprise. Ce que je me suis dit, c'est que je suis allée regarder l'entreprise et j'ai démarré en disant, en fait, on fabrique des serveurs toute la journée dans la région de Lille. En fait, il y a des tas de marchandises qui sont jetées comme ça et qui sont mises à la benne en vrac. Donc, je me suis dit, on va démarrer par ce projet-là, on va commencer à trier les déchets et pouvoir revendre de la matière. Parce qu'une fois que les déchets sont pris, on peut les revendre. Ça a pris un peu de temps, ça m'a permis d'aller en contact avec les équipes directes, de démarrer avec un petit projet où il y a que moi qui le gère, donc je ne demande pas de temps additionnel aux autres personnes. Je commence à créer cette structure-là, ça rapporte de l'argent parce que derrière, il y a une plus-value. Et à partir de ce moment-là, je peux aller amener d'autres projets qui sont un peu plus contraignants, comme un calcul de bilan carbone, comme une mise en place d'une enquête d'engagement au niveau des collaborateurs, etc. C'est vraiment, je ne vous fais pas une réponse normande, c'est plutôt dans le sens de, c'est vraiment adapter l'entreprise et il faut commencer par faire un mapping, et c'est ce que je vais vous présenter juste après. On commence par un mapping pour se dire, voilà l'état des lieux, quels sont les enjeux de l'entreprise. Si je suis une boîte tech, en général, les grands enjeux, ça va être soit de la diversité, soit de l'environnement, soit des enjeux d'achat responsable pour s'assurer qu'il y ait toujours une continuité d'activité. Quand je suis une boîte industrielle, il y a des grands enjeux sur l'environnement, sur la santé et sécurité, et en fait, on les connaît au fur et à mesure, et c'est adapté avec l'entreprise. Mais il faut aller chercher ce qui lui parle, toujours un peu l'aspect de carotte, qui est le plus efficace pour elle. Ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième partie de la question, c'est comment, du coup, les entreprises vivent, si j'ai bien compris, vivent la politique RSE et comment est-ce qu'elles salariés, oui. Et comment est-ce qu'ils arrivent à engager. Alors, les collaborateurs, ce qui est assez intéressant et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les collaborateurs demandent de plus en plus d'informations et de transparence sur la stratégie de l'entreprise. Et là, il faut être assez humble et assez transparent sur ces sujets-là, mais de pouvoir embarquer l'ensemble de l'entreprise. Ça passe par de la communication récurrente, en expliquant où on en est, en expliquant quels sont les projets qu'on veut mettre en place, en étant aussi assez honnête et assez ouvert sur ces sujets-là, en disant, écoutez, on fait des tests. On démarre, on n'a jamais lancé une démarche RSE. Nous, on s'est rendu compte que les grands enjeux, c'est la qualité de vie au travail, par exemple. Et dans ces cas-là, on va démarrer des choses. On va vous demander votre avis, on va commencer à vous intégrer. Il y a souvent des groupes de parole qui peuvent être créés dans l'entreprise ou des petits groupes projets intermétiers qui peuvent être créés pour aller chercher de l'information et pour après adapter une politique qui vient également des collaborateurs, mais qui, du coup, est toujours en lien avec la stratégie. Donc, les mots-clés, c'est il faut communiquer sur la stratégie, sur les plans d'action qu'on veut mettre en place et être aussi vraiment transparent pour leur dire, écoutez, là, ça n'avance pas parce qu'en ce moment, on est bloqué sur ce sujet-là. On a testé les déchets, par exemple. En fait, ça n'a aucun impact et ça ne rajoute rien. Donc, on s'est planté là-dessus et on en démarre une autre. Il faut avoir cette démarche et cette attitude de dire il n'y a rien de grave. Au contraire, c'est que du plus dans une démarche RSE. Donc, testons. Et si ça prend parce que c'est le bon moment, parce que tout est bien réuni, tant mieux, et que ça se développe. Et si ça ne prend pas, ne pas hésiter à faire un pas de côté et démarrer sur un autre projet. Merci. J'ai répondu à ta question, Sylvie. Merci beaucoup. Et j'ai l'impression que dans le chat, la question, elle avait un lien en tout cas avec celles qui ont été posées. C'est, selon vous, comment coordonner efficacement les fonctions RH et RSE dans une entreprise? Faut-il les séparer, les intégrer au sein d'une même équipe pour maximiser leur impact mutuel? En fait, c'est tous les enjeux. La RSE, comme vous l'avez vu, il y a 3 piliers. Donc, il y a l'environnement, le social et le sociétal. La RSE peut se prendre de plein de manières différentes. Par exemple, si moi, je suis RH, et du coup, je vais mettre un accent particulier sur engager mes collaborateurs et je vais faire en sorte de créer un environnement qui soit le plus durable pour eux, pour mes collaborateurs, pour créer encore une ce sentiment d'appartenance, cette rétention des talents, etc., etc. Par contre, si j'intègre la RSE en tant que service qualité, par exemple, je vais plutôt avoir un aspect environnement et protection des salariés sur la partie hygiène et sécurité. Si par contre, je mets ma casquette acheteur,
par exemple, je vais avoir un enjeu sur les 3 piliers. C'est comment est-ce que je m'assure de ma continuité d'activité, ou comment est-ce que j'anticipe les risques RSE qui peuvent arriver sur ma chaîne de valeur. On le voit actuellement, mais des pandémies, des problématiques de catastrophes naturelles qui viennent faire augmenter le prix des matières premières, qui viennent bloquer les chaînes d'approvisionnement, des guerres, etc. Enfin, tout ce qui peut avoir un impact sur ma chaîne d'approvisionnement. Quand je vais prendre ma casquette acheteur, je vais plutôt avoir cette vision-là. En fait, la RSE, et c'est ce que je milite depuis 10 ans, je dis ça, mais je ne devrais même pas exister. C'est en fait chaque partie de l'entreprise qui peut la travailler de sa manière-là et de sa casquette-là. Donc, il n'y a pas de notion de dire est-ce qu'il faut les intégrer, est-ce qu'il faut les séparer. Entre guillemets, démarrer avec le projet qui vous intéresse. Si ça démarre par un projet RH, dans ces cas-là, intégrez-le à la RH et au fur et à mesure, vous allez pouvoir le développer sur d'autres enjeux de l'entreprise. Ok. Et il y a dans cette petite série de questions qui nous fait office d'entracte un petit peu, il y a Isabelle qui a levé la main. Juste après, je propose qu'on continue et dans tous les cas, pour les autres qui ont des questions, on aura un moment de questions-réponses à la fin. Vu qu'on est pas mal de monde, une question en emmène une autre. Mais il va falloir qu'on avance. Isabelle, je te laisse poser ta question et après, je propose. Oui, alors c'est pas une question, c'est plus pour apporter de l'eau au moulin de Laura. Moi, je trouve que la RSE, elle est clairement indispensable quand on veut recruter des talents dans la jeune génération. Parce que clairement, entre 2 offres équivalentes, même avec d'offres un peu mieux payées, clairement, s'il y a un projet RSE dans une boîte, on arrivera à attirer des talents. Donc, c'est plus une option pour moi de faire de la RSE, c'est obligatoire. Parce qu'il y a un renouvellement des générations, on n'a pas les mêmes priorités par génération et la génération qui est en place ou qui arrive, ça va être clé. Donc, je pense qu'il faut plus se poser la question. Et deuxièmement, pour renforcer l'engagement des collaborateurs, je pense qu'il y a un maillon qui est essentiel, c'est la formation des managers. Si on n'embarque pas les managers dans une politique RSE, si ça reste au niveau comité de direction, on n'arrivera pas à embarquer les autres. Donc, il ne faut pas faire l'économie de bien expliquer la RSE aux managers, de leur faire une fresque du climat ou autre. Il y a énormément d'exercices ludiques intéressants qui sont disponibles. Mais après, il ne faut pas juste s'arrêter là, il faut le travailler, leur réexpliquer. Et cette courroie de transmission qui est la ligne managériale, ça va amener énormément aussi au fait que la RSE va prendre dans l'entreprise et qu'on va développer le sentiment d'appartenance. Donc, voilà, c'était juste pour apporter une précision. Entièrement d'accord. C'est une culture, c'est un peu une culture du changement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être embarqué par l'ensemble de la population de l'entreprise et ça doit pas rester à un niveau stratégique je fais des jolis PowerPoint et je fais des jolis rapports RSE qui sont après envoyés à l'externe. C'est quelque chose qui se vit complètement dans l'entreprise et à tous les niveaux, il faut pouvoir engager les collaborateurs. Il faut avoir ce principe-là d'avoir une communication qui soit très transparente et qui permette d'apporter de l'information. Accompagner les managers à 100%, et en général, c'est ce qui marche le mieux, c'est également de les accompagner, eux, en leur donnant de l'information de manière régulière pour qu'ils puissent après redescendre au niveau des équipes. Mais je partage à 1000%. Est-ce que je continue ou est-ce qu'il y a une autre question? Il y avait Magali qui disait que ça a embarqué les jeunes et les moins jeunes, la RSE, mais... je te laisse continuer, Laura. Oui, parfait. Du coup, alors là, c'est toujours le même principe. Je voulais vous expliquer et je vais vous partager, vous allez voir. Ce que vous devez en tête, mais c'est pour toute gestion de projet, c'est toujours la même chose. Avant de démarrer, de se lancer dans une démarche RSE, il faut partir par la mesure, faire un diagnostic. J'ai envie de démarrer sur ma partie environnementale, je commence par faire un bilan carbone. J'ai envie de démarrer sur mes enjeux sociaux, je fais un état des lieux de toutes les pratiques qui sont déjà mises en place par l'entreprise. Je n'en exclus aucune, je fais une photo à un instant T de ce qui se passe dans l'entreprise. À partir du moment où j'ai cette mesure, je vais commencer à pouvoir identifier des enjeux prioritaires. C'est-à-dire que je regarde ce qui se passe dans l'entreprise, mais je regarde également ce qui se passe au niveau de son environnement. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ses fournisseurs, au niveau de ses concurrents, au niveau des investisseurs, au niveau de la société de manière générale, au niveau de la réglementation. Je fais cette photo-là et à partir de là, je vais pouvoir définir les enjeux prioritaires. Toujours comme ça qu'on fonctionne, ça permet d'être le plus pertinent dans la mise en place de sa stratégie. Après, je construis ma stratégie, je la mets en place et je vous explique toujours ce principe d'amélioration continue pour se dire, on n'arrêtera jamais, ça ne sera jamais parfait. L'objectif, c'est de le créer au fur et à mesure. Vous avez une petite page Notion qui vous sera partagée. Alors, je vais juste vous partager l'écran, comme ça, vous allez le voir. Je vous ai fait une petite page Notion dans laquelle vous allez pouvoir retrouver l'ensemble.
on est au premier niveau, tranquille. Un premier niveau pour vous rendre compte de ce qu'il faut faire quand on met en place une démarche RSE. Est-ce que vous voyez l'écran? C'est bon? Oui. Personne ne crie, c'est que tout va bien. Très bien. Donc, vous avez ça. Je vous ai remis un peu le détail. Quand on fait son plan d'action limité, on identifie ses indicateurs clés, on met en place son système de suivi, on forme les équipes et on lance des premières actions. Et pour chacune des grandes thématiques, je vous ai mis des petits projets sur la carbone, si on met un peu sur les enjeux de bien-être. Je vous ai mis des actions à mettre et à chaque fois un peu le KPI à mettre en avant pour mesurer l'efficacité de la politique. Ça, je vous l'ai mis à chaque fois. Comme ça, vous l'avez et vous pouvez récupérer ce que vous avez envie. Et ce que je vous ai mis en avant sur les grandes thématiques, c'est en général ce qu'on attend des entreprises sur ces sujets-là. Donc, en général, dans l'environnement, si vous devez démarrer dans l'environnement, il faut parler du carbone, il faut parler de l'énergie, il faut parler des déchets. Je vous ai rajouté un petit enjeu sur le numérique responsable, parce que souvent, on n'entend pas parler, mais quand on est une boîte de service, c'est le grand enjeu. Il y a des enjeux sur l'équipement hardware qu'on a mis à disposition et sur la gestion de nos données, donc avec qui on travaille, que ce soit de manière environnementale, mais également un peu sociétale. On le voit maintenant avec tout ce qui se passe aux États-Unis. La gestion de la donnée personnelle reste un grand enjeu. Sur la partie sociale, ce qui est demandé, c'est le bien-être, la formation de ses collaborateurs et les enjeux de diversité. Et sur les parties gouvernance économique, il y a les enjeux sur les achats responsables et sur les gouvernances. Ça, c'est un peu le minimum qu'il faut que vous mettiez en place si vous voulez vous lancer dans une démarche RSE. Il en existe encore plein d'autres, et je vous ai mis les principes. Et ce que je vous ai mis aussi, c'est de vous dire, en fait, on ne sait jamais par où démarrer. Je vous ai mis des petits exemples. Par exemple, si vous êtes une boîte SaaS, le grand enjeu, c'est avec le numérique responsable. Avec comment est-ce que je fais en sorte que le produit que je propose ait le moins d'impact possible sur l'environnement, mais comment est-ce que également j'assure que mon produit est accessible pour tout le monde. Il y a les enjeux d'accessibilité numérique. Est-ce que tout le monde peut accéder à mon produit? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est lisible? Est-ce que si j'ai des problématiques de vue, je peux quand même utiliser ce produit? Ça, c'est vraiment bien à prendre en compte. Et en général, dans les boîtes tech, et alors je fais des grandes généralités, on a en général tous la même tête et en général, on est plutôt des garçons. Donc, il y a des enjeux sur la diversité également des équipes pour pouvoir attirer les talents et faire quelque chose qui soit le plus efficace. Par contre, si on est un cabinet de conseil, il y a des grands enjeux sur la QVT, ça va être le principal. Parce qu'en général, vous allez avoir des collaborateurs qui sont employés chez les clients. Donc, c'est comment est-ce que je fais en sorte que j'arrive à bien suivre le bien-être de mes collaborateurs, s'assurer qu'ils soient toujours engagés, toujours motivés, de toujours garder un œil sur eux. Et si on est par contre une boîte industrielle, le gros enjeu, ça va être l'environnement et la sécurité des équipes. Faire en sorte que du coup, tout ce qui rentre dans mon entreprise soit propre, dans les deux sens du terme, soit propre au niveau environnemental et soit propre pour mes équipes pour les accompagner. Et ce que je vous dis à chaque fois, c'est que vous démarrez par une mesure un état des lieux de votre entreprise et vous allez définir quels sont les grands enjeux. Et si jamais tous ces sujets-là, c'est encore vraiment complexe à mettre en place, ce que je vous ai proposé, c'est les 3 grands enjeux qu'il faut sortir. C'est un bilan carbone. Maintenant, tout le monde le demande, même si vous n'êtes pas coté en bourse, même si vous êtes une petite entreprise, ça vous est demandé par les investisseurs, ça vous est demandé par les clients. Donc ça, de calculer son empreinte carbone, il y a plein d'outils qui existent et je vous les ai mis en dessous. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Ça peut être fait de manière très rapide. Ça peut commencer à vous donner de la matière. Mettre en place après une politique achat responsable, ça également, c'est demandé pour avoir un suivi en fait de tout l'impact environnemental, social, sociétal sur toute votre chaîne de valeur et voir quelle est votre responsabilité. Et enfin, c'est la rédaction. Alors, je vous ai mis un rapport annuel RSE où c'est simplement une information RSE de manière régulière, pouvoir communiquer et à l'intérieur auprès de vos collaborateurs et à l'extérieur auprès des investisseurs, des clients, peu importe, des gens qui vont vous demander d'avoir des politiques qui sont écrites. Et ça, vous allez le retrouver dans un rapport. Oui. Vous allez avoir les liens, donc comme ça, vous pourrez aller voir. Je mettrai la page à jour de temps en temps. Donc, et puis, n'hésitez pas à faire des petits retours si jamais vous avez besoin d'autres éléments. Je vous ai mis ici le calendrier des événements RSE. Ça aussi, c'est pas mal pour démarrer. Vous avez tout trimestre par trimestre, des petits événements. Et si vous voulez commencer à mettre en place une culture RSE au sein de votre structure, démarrer par des petits événements comme ça, de coercition, d'engagement des collaborateurs, et ça va vous permettre au fur et à mesure de démarrer des projets de sensibilisation. On parlait de la fresque du climat tout à l'heure, c'est ces sujets-là. Commencer par un truc un peu sympa, un peu jovial, où on est sur ces sujets-là, pour après, doucement, amener sur une stratégie qui demande plus d'engagement.
Et après, je vous ai mis une petite boîte à outils dans laquelle vous retrouvez des marques qui peuvent vous accompagner sur l'accompagnement. Je vous ai mis toute une petite liste de documentation à aller regarder qui sont bien faites, dans lesquelles vous pouvez vous accompagner. Je m'attarde vraiment sur l'ADEME. Là-dessus, vous avez pléthore d'informations qui peuvent vraiment vous accompagner. Et je vous conseille également de faire le B Corp Assessment. Alors, le B Corp, c'est un label qui a été mis en place par Patagonia au début, qui maintenant est un peu présent partout en France, et vous voyez, maintenant vous avez des entreprises qui sont labellisées B Corp, etc. C'est très bien. Mais ils ont un outil qui est open source, qui est génial, qui s'appelle le B Corp Assessment, qui est simplement cet état des lieux à faire pour votre entreprise. En fonction des entreprises, il est plus ou moins long. Ne vous embêtez pas à le remplir de manière très, très précise, mais en fait, en le remplissant de manière un peu efficace, aller dans le plus précis parce qu'on va vous demander les taux de diversité, on va vous demander beaucoup d'informations que peut-être vous n'avez pas, mais remplissez-le, ça va vous permettre simplement à la fin d'avoir un mapping de vos enjeux RSE et de là où vous êtes attendu, là où vous êtes un peu plus faible et sur lesquels vous allez pouvoir vous travailler et au moins progresser. Ça, c'est intéressant à faire et ça vous permet d'avoir une première idée. Et ensuite, je vous ai mis des petites ressources qui vous permettent également d'aller chercher de l'information, de pouvoir communiquer, de pouvoir sensibiliser les équipes. Il y a plein de fraises qui existent, je vous en ai mis quelques-unes ici. Et vous avez également une équipe qui propose des challenges RSE de manière générique via une application pour accompagner un petit peu tout le monde. Vous avez ça, ça vous sera disponible, comme ça au moins vous allez tout avoir en main. Et j'enchaîne avec, parce que je vois l'heure qui tourne, je tchatche. Ensuite, ce qui est important à avoir en tête, et je détaillerai peut-être un petit peu moins ces sujets-là, ce que vous devez vraiment garder en tête, c'est de vous dire, la perfection n'existe pas et donc il faut communiquer même si on n'est pas arrivé à nos échéances, à nos objectifs, etc. C'est la transparence. C'est en étant transparent que tout le monde se rend compte que il y a des efforts qui sont faits. Ok, on n'est pas encore arrivé, mais on est en cours. La pire des choses, et moi c'est ce que j'ai appris, c'est de ne pas communiquer. C'est de se dire oui mais c'est pas parfait, oui mais en fait j'ai pas atteint mes objectifs, oui mais en fait je suis encore je vais communiquer sur, par exemple, j'ai mis en place, j'ai commencé ma démarche carbone, mais de l'autre côté, niveau social, j'ai rien fait, c'est pas bon, donc je peux pas communiquer parce que je vais ouvrir le flanc à me faire taper dessus. C'est pas, il faut pas avoir cette démarche-là, il faut plutôt avoir une démarche très transparente et très, en disant, voilà, le chantier est vaste, on démarre par ça. Et on étape, et on prend vos retours, ce soit en interne ou en externe, on prend et on avance au fur et à mesure. Voilà ce qu'il faut avoir en tête, mais toujours communiquer de manière humble et transparente. Pas de greenwashing, on est d'accord, mais de le faire de manière humble, il n'y aura pas de greenwashing possible. Ensuite, là-dessus, et je vais peut-être un peu passer parce que je vois le temps qui passe, mais il y aura un deuxième Notion qui vous sera mis à disposition avec une mise en pratique sur une politique déchets. Si je veux démarrer sur mes déchets, de la même manière, je commence par une mesure, je fais un état des lieux de l'ensemble de mes gisements de déchets, comment je vois où ils en sont, comment c'est trié, comment ça vient jusqu'à chez moi, quel est le prestataire qui m'accompagne, etc. Donc, je regarde tout ça. Et après, je vous donne des solutions pour pouvoir réduire l'impact de la production de déchets en changeant des habitudes, en formant vos collaborateurs, etc. Vous avez tout qui sera mis à disposition, mais il vous suffira de lire. Là-dessus, je n'aurai pas de valeur ajoutée. Et ensuite, c'était la même chose, je voulais faire un petit focus, mais vous le verrez également dans le Notion. Il y a des projets qui existent, il y a plein de projets qui existent, notamment sur la partie des déchets, c'est la valorisation entre différents acteurs économiques et c'est comment en fait mes déchets deviennent les produits des autres entités et comment est-ce que j'arrive à créer une boucle vertueuse. Là, je vous ai pris le cas de Decathlon et d'Humain qui du coup ont retravaillé leurs déchets pour les transformer en nouveaux produits. Donc là, ils ont pris leur chasuble de conseiller et les ont transformés en bananes. Ça, du coup, ils le créent via des systèmes de boucles internes pour pouvoir revaloriser ça. Et je vous ai mis un autre service qui existe et qui est assez sympa, surtout si vous êtes dans le e-commerce. C'est une solution normande, je crois, je ne dis pas de bêtises, qui a développé des colis qui sont réutilisables. Donc, quand vous recevez un colis qui a été envoyé par Ripley, c'est une grosse enveloppe qui est un peu plastifié, dans lequel vous allez recevoir votre colis, et une fois que vous avez fait tout ça, vous repliez l'enveloppe et vous la remettez dans la boîte aux lettres, et elle repart du coup dans les circuits logistiques. Il y a plein de choses qui existent.
pas le temps de tout développer, mais sachez qu'à partir du moment où vous commencez à faire votre état des lieux, pour savoir où vous en êtes, vous allez commencer à découvrir quelles sont les différentes alternatives et opportunités qui s'ouvrent à vous. Je fais juste un mini détour par cette nouvelle directive qui est mise en place qui entre en vigueur depuis le 1er janvier, qui est la Corporate Sustainability Reporting Directive, la CSRD, qui du coup maintenant impose à toutes les entreprises qui travaillent sur le sol européen de créer un reporting RSE, donc son rapport annuel RSE, de la même manière. Juste avant, chacun reportait comme il avait envie. J'avais envie de faire un rapport RSE, je le faisais. J'étais une grande entreprise, je l'organisais comme je voulais. Je mettais en avant ce qui m'intéressait. Là, maintenant, avec cette nouvelle directive, c'est simplement d'harmoniser les manières de reporter pour que les entreprises, on puisse les comparer et on puisse comparer leur maturité RSE d'une entreprise à l'autre. En général, et c'est la manière dont elle fonctionne, elle est entrée en vigueur au 1er janvier pour les grandes entreprises, les entreprises cotées, et chaque année, jusqu'à 2029, on va réduire le scope, on va affiner le scope pour aller jusqu'à l'entreprise de 25 collaborateurs. Donc, au fur et à mesure, vous allez rentrer dans cette obligation-là qui demande donc, du coup de reporter de manière harmonisée tous ces enjeux RSE. Et les 3 enjeux qui sont un peu novateurs et sur lesquels il y a une obligation de reporting, c'est ce qu'on appelle la matrice de double matérialité, qui est une matrice des risques qui permet simplement de faire, encore une fois, un état des lieux de son entreprise et des enjeux qu'elle peut avoir, d'avoir l'impact que ça peut avoir au niveau financier et l'impact que ça a également sur la durabilité de l'entreprise. Vous avez ces deux-là qui permettent de créer du coup les enjeux et la stratégie d'entreprise. Ensuite, il y a les grands enjeux des droits de l'homme et du respect des droits de l'homme dans toute la chaîne de valeur. Et enfin, il y a une stratégie climat qui doit être mise en place pour respecter l'accord de Paris, à savoir une hausse des températures normalement au-dessus des plus 1,5 degré à 2030. On les a déjà dépassés en 2024, mais on espère que maintenant ça va revenir et que ça va baisser. Pour l'instant, vous n'y êtes pas assujetti, mais gardez-le en tête parce qu'en général, quand on fait un reporting, on demande à avoir de la data 2-3 ans avant pour créer cette trajectoire et pour créer, du coup, montrer la stratégie d'évolution. Donc, il faut l'avoir en tête pour vous dire que d'ici quelques années, il va falloir les mettre en place. Enfin, je vous parle très rapidement de sujets qui peuvent exister au niveau de la mesure de votre stratégie RSE. Souvent, je pense, vous pouvez entendre parler d'EcoVadis qui vous est demandé par vos clients ou vous le demandez à vos fournisseurs. EcoVadis, c'est un outil qui permet de faire de l'audit documentaire sur les politiques RSE de fournisseurs. Et en général, quand on est un fournisseur et qu'on n'a pas de politique RSE, c'est très pénalisant parce qu'à partir du moment où on n'a pas de politique qui est mise en place, on n'a pas de documentation. Dans ces cas-là, la note est de 0 et à la fin, on a une note globale. Et du coup, quand le client regarde les offres et qu'il voit que pour vous, il y a 0, en général, c'est assez pénalisant. Il faut juste le prendre en compte et de se dire, si c'est quelque chose qui est demandé, je vais démarrer ma politique avec ça. Je vais commencer à créer de la documentation pour pouvoir le mettre en place. C'est bien. Ensuite, vous avez Glassdoor, qui est l'outil, c'est bien entendu, sur la marque employeur, qui prend de plus en plus d'ampleur sur ces sujets-là. Et après, il y a Trustpilot sur les parties clients. À chaque fois, tout ça, c'est des outils de réputation de votre marque à tous les niveaux, donc à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit au niveau des fournisseurs, de ses collaborateurs et de ses clients. C'est pour vous rendre compte que les enjeux RSE peuvent être mis en avant sur ces différentes thématiques. Et normalement, j'ai fini. Est-ce que je suis à l'heure? Est-ce que c'est tout bon? Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être que j'ai un peu de temps pour les questions. Ouais, je n'ai pas voulu te couper la parole, mais il y avait 2 questions qui étaient arrivées entre-temps sur le chat. C'est bien. Ouais. En tout cas, merci. Laura, tu ne le voyais pas parce que Laura n'avait pas l'accès au chat en même temps, mais il y avait plein d'emojis qui t'incitaient. En tout cas, qui disait que c'était top ce que tu avais mis en place et ça continue en ce moment même. Donc, je crois que ça c'est bien apprécié. Il y avait une première question de Sylvie qui nous disait quelle est la durée moyenne pour mettre en place une politique RSE? Est-ce que tu as des choses à nous donner par rapport à ça? Tout va dépendre, bien entendu, de tout ce qui va dépendre. Moi, en général, ce que je conseille, c'est la partie état des lieux doit être faite en moins d'1 mois. Et après, écrire la politique, ça doit prendre également un petit mois. Par contre, la faire vivre, la mettre en place et qu'elle fonctionne, etc.,
Ça, c'est sur le plus long terme. En général, ça prend 1 an pour qu'elle soit bien prise dans toutes les strates de l'entreprise, qu'elle fasse sens, qu'elle ait pu un peu se heurter aux enjeux et à la stratégie de l'entreprise. Ça prend un peu plus de temps. Mais par contre, il faut pas la faire durer dans la partie préparation. Simplement ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Mais Sylvie, après, ça dépend de la taille de l'entreprise, des enjeux, de son niveau de maturité à la base, etc. C'est toujours les mêmes principes. Mais Il faut avoir une la durée partie... moyenne à peu près pour savoir sur combien on s'engage à peu près. C'est une estimation. En général, la préparation, moi, je dis qu'elle ne doit pas prendre plus d'un trimestre. Et par contre, après sa mise en place, sa communication, etc., ça dure sur 1 année. D'accord, merci. Il y a Axel qui avait posé une question dans le chat, mais qui lève la main. Donc, je te laisse, Axel, prendre la parole pour poser Oui, une question. merci. En fait, j'ai une question qui a émergé sur la durée moyenne et je voulais, pour compléter ça, demander est-ce que tu conseillerais aussi un nombre de sujets en même temps, c'est-à-dire combien de sujets de ton expérience on peut traiter maintenant en même temps? Alors, moi, ce que je conseille, c'est vraiment ça. Je vais revenir sur Notion. Moi, je vous conseille de démarrer 3 projets maximum en même temps. En fonction de votre, c'est toujours en fonction de l'équipe, de la stratégie, etc. Ce qui est bien, et moi, c'est mon conseil, c'est de démarrer par un quick win, d'avoir un petit projet qui vous demande, entre guillemets, que du travail à vous, qui est quelque chose qui va changer le quotidien d'une partie des équipes ou de l'ensemble des équipes, d'avoir quelque chose d'outil. Ça, c'est à monter assez vite. Ensuite, il y a un projet de structuration de la documentation, ça, c'est long. C'est pour ça que je vous conseille de le mettre en parallèle, d'avancer. Et après, d'avoir un dernier projet dans lequel vous faites plaisir ou un projet qui a du sens pour l'entreprise. Un projet un poil plus moyen terme qu'un quick win et d'avoir quelque chose qui engage en fait les collaborateurs et qui engage l'entreprise sur quelque chose de plutôt moyen terme. Donc, moi, je conseille d'en avoir 3. Et après, ça dépend vraiment. Mais il faut toujours... C'est mon expérience, ou au moins la manière dont je travaille. Pour moi, pour embarquer les gens, il faut avoir quelque chose de rapide qui permet de montrer que c'est pas simplement du réglementaire et que c'est pas casse-pied et que, en fait, c'est pas que des choses en plus qu'on emmène dans leur travail, mais quelque chose qui rapporte à l'entreprise, que ce soit en temps, en visibilité, peu importe, quelque chose qui fonctionne bien. Avoir toujours en parallèle de commencer à créer de la documentation parce que ça, c'est ce qui vous est demandé par les clients, c'est ce qui vous est demandé par les investisseurs et d'avoir à côté un projet pour vous amuser sur un sujet strat de la boîte. Ok, ça fait sens merci beaucoup pour le retour, c'est clair. Et ma deuxième question, donc du coup, partait tu insistes sur la notion de documentation qui, effectivement, pour moi, n'était pas forcément des plus naturels. Mais là, je comprends effectivement le pourquoi s'obliger à documenter la démarche. Premier point. Et le deuxième point, c'est par rapport au rapport que tu as présenté tout à l'heure, obligatoire à partir de 2025. Je voulais juste avoir cette précision sur, tu as dit qu'elle serait progressivement applicable aux entreprises de plus de 25 salariés, c'est ça? Donc, la question sous-jacente, c'est de se dire, est-ce que parce que ton conseil de documenter, même si ce n'est pas obligatoire, parce que voilà, petite PME, ça serait à le faire, parce que cette réglementation du coup va arriver, et sera applicable aux petites entreprises, et parce que ça peut servir après aux parties prenantes. C'est ça? Complètement. C'est complètement ça. Ça va devenir de plus en plus obligatoire. Alors, l'Allemagne commence à freiner des cas de fer en disant est-ce qu'on ne peut pas reporter cette directive? Elle est pourtant mise en place. Donc là, vous allez voir plein de grandes boîtes qui vont commencer à publier. Ils publient au niveau de la bourse, mais ils le publient parce qu'ils ont une obligation. Donc là, toutes les grandes boîtes se sont mises un peu en ordre de marche. Mais tu vois, moi, pour l'instant, j'accompagne les entreprises qui vont être impactées en 2027. Donc, c'est pas tout de suite. Et en fait, on commence maintenant à préparer le reporting pour 2027, simplement pour avoir les bons indicateurs de performance qu'on va suivre en fait dès cette année jusqu'à 2027. Ça permet du coup d'avoir cette trajectoire-là. C'est pour ça qu'il faut un peu l'anticiper. Et également, moi, je le vois régulièrement, c'est au niveau des parties prenantes, c'est surtout au niveau des clients ou des investisseurs, où on demande d'avoir un document qui prouve qu'on s'est engagé sur l'environnement, sur le social, etc. Juste d'avoir un écrit avec des indicateurs de performance, ça vous permet d'ouvrir toutes les portes.
C'est exactement ça. Top, merci beaucoup. De C'est rien. clair. Et Laura, quand tu dis ça va être Oui. publié, Oui. qu'est-ce que tu entends? Enfin, enfin, c'est peut-être une question bête, hein, mais ça va être publié où? Alors, c'est sur leur site internet. En général, tu peux aller voir les grandes boîtes sur le site internet dans l'espace investisseur ou dans l'espace publication en fonction de leur nom. Mais c'est lié aux publications annuelles de l'entreprise. En fait, c'est le même principe que la déclaration comptable. Donc, avec cette déclaration annuelle comptable qui est validée par les CAC, donc par les commissaires aux comptes. Chaque année, les entreprises doivent avoir des comptes estampillés quand on est une grande entreprise. Et là, c'est exactement la même chose, juste pour la partie environnementale, sociale et sociétale. Et c'est également tamponné chaque année par les CAC, par les commissaires aux comptes, qui eux aussi ont dû monter en compétence sur ces sujets-là. C'est juste une transparence à la fois sur les comptes et sur la durabilité. Parce qu'aujourd'hui, toutes les infos de comptes comptables, elles ne sont pas forcément présentes sur les sites de ces entreprises-là. C'est pour ça. Les grosses boîtes. C'est une obligation sur les grosses boîtes. Ok, Les grosses d'accord. boîtes qui sont Je ne savais pas. en bourse. Ouais. C'est le moment si vous avez d'autres questions. Là, pour le moment, on n'en a pas forcément. Valentin, je vois que tu veux prendre la parole. Ouais, peut-être une autre question à te poser, Laura, plus d'ordre pratico-pratique. Donc, admettons que je sois une entreprise ou même un consultant qui souhaite accompagner une entreprise sur le sujet. Pas forcément avec des compétences RSE pour le coup, mais plein de bonne volonté. Par contre, je ne sais pas par quoi démarrer. Tu nous en as un peu parlé, mais ce serait intéressant que tu puisses nous aiguiller, tu vois, de manière hyper pratico-pratique sur comment j'avance avec les quick wins rapidement sur le sujet. Alors, il y en existe plein des quick wins. Je vous ai parlé des déchets. Je vous ai parlé également du bilan carbone. Ça, c'est quelque chose qui avance pas mal et qui permet d'ouvrir des portes au niveau des clients et des investisseurs. Il y a également, on a commencé à en discuter dans les questions-réponses, mais la formation des collaborateurs, passer par une fresque du climat, alors qui est vraiment très générique et très large sur les impacts environnementaux, mais ça peut être également des journées d'engagement que vous pouvez mettre en place tous les trimestres pour parler et pour commencer à développer la culture RSE sur ces sujets, c'est sur tous les enjeux, que ce soit de l'environnement, du social ou sociétal, créer en fait cette dynamique-là. Ça peut être un coup à mettre en place. Il y a également souvent, il y a des enjeux sur la mobilité des collaborateurs, souvent avec le principe de mettre en place le forfait durable, par exemple, de pouvoir accompagner les collaborateurs pour qu'ils laissent la voiture à la maison, si c'est possible, et pouvoir venir en transport en commun ou à vélo ou à pied. Ça peut être des choses qui peuvent être mises en place. Mais ce qu'il faut aller chercher, c'est là où l'entreprise est soit pénalisée, soit n'a pas le temps de gérer le sujet. Ce qui marche bien avec les déchets, c'est qu'en général, surtout quand on a une boîte un peu industrielle ou une boîte où on produit pas mal, c'est que personne ne s'occupe de ce sujet-là. Ça coûte une blinde d'avoir un abonnement à Veolia, à Suez, qui sont les mêmes maintenant, mais voilà, de payer tous les semaines une benne qui part. Quand tu vas t'occuper de ce sujet, tu vas commencer à faire gagner du temps et de l'argent à l'entreprise. Mais il peut y avoir également des sujets, donc, ce que j'ai dit, de formation, de sensibilisation des équipes. Ça peut être également la gestion. Ça se met souvent en place dans les entreprises. Une gestion de... Comment est-ce qu'on pourrait l'exprimer un sorte de mapping de bonnes pratiques à mettre en place, à la fois pour ses collaborateurs et pour ses fournisseurs et ses clients. C'est créer une sorte de charte, créer un code éthique, créer quelque chose qui permette d'engager l'entreprise pour qu'elle soit visible à l'extérieur sur ses engagements RSE. Il peut y avoir plein de choses comme ça. Oui. Super, merci. Et moi, j'ai peut-être une dernière question. Il y en a pas forcément, mais ça, je me pose cette question-là depuis tout à l'heure. C'est en dehors des lois et des obligations qu'on nous donne via, je sais pas, le CSRD ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a, on voit qu'il y a des intérêts potentiellement business, de recrutement, etc., à mettre en place des politiques RSE. Est-ce que tu conseilles à des entreprises qui font moins de 25 salariés de mettre en place aussi ce genre de politique
À partir de quand est-ce que, par exemple, nous, je sais qu'il y a une bonne partie des personnes ici qui sont présentes qui sont des indépendants, qui sont seuls. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques déjà de mise en place de projets qui peuvent être faits quand on fait pas partie qu'on n'est pas une grosse entreprise ou quand on n'est pas une entreprise où on est imposé de le faire, quoi. Ouais. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu vas avoir une pression de tes clients et une pression peut-être de tes collaborateurs si tu en as un petit peu, et une pression de la société. C'est-à-dire que tu vas avoir, c'est rien d'obligatoire, mais tu vas sentir que dans un appel d'offres, toi qui n'as pas de politique RSE ou toi qui n'as pas mis en place une démarche, tu vas bosser à côté. C'est un peu le même principe de dire deux candidats, aux deux offres d'emploi égal, un candidat va aller choisir une entreprise qui est engagée. C'est un peu ce même principe-là. Et après, les projets à mettre en place, quand on est une petite boîte, j'ai envie de dire, il faut être pragmatique et aller chercher ce qui est demandé, soit par les investisseurs, soit par les clients. Moi, quand j'étais dans mon entreprise, à l'époque, quand je suis arrivée, on était 7, donc on n'était vraiment pas nombreux. La première chose que j'ai mise en place, c'est que je suis allée catcher avec les investisseurs en leur disant, OK, quelles sont vos stratégies, ils ont tous, et comment est-ce qu'on les remplit. Et du coup, pour eux, nous, on avait une partie sur le bilan carbone, on devait leur fournir de la data bilan carbone, et on devait fournir de la data sur l'accessibilité du numérique. Donc là-dessus, j'ai pris mes 2 sujets et pour moi, ça a été ma feuille de route. Donc oui, personne n'a la science infuse, mais soyez malins à aller chercher du coup ce qui est attendu par le marché. Si vous avez des investisseurs qui viennent vous chercher là-dessus, allez-y. Par contre, si vous n'avez personne qui vous tape à la porte, dans ces cas-là, amusez-vous de démarrer un projet qui fait sens pour vous, soit d'un point de vue environnemental, soit d'un point de vue social, soit d'un point de vue sociétal, et faites-le quelque chose qui vous rende fier d'avoir embarqué votre entreprise sur cet engagement-là. Ok, super inspirant, Laura. Ça fait réfléchir, comme on dit. Oui, très bien. Je vois qu'il y a Valentin qui est en train de répondre sur le chat, mais il y avait une question sur le partage des Notion qui ont bien intéressé. Comment ça se passe? J'ai oublié, on se l'était certainement dit, mais est-ce qu'on l'envoie ensuite ou est-ce que tu partages les liens maintenant? Non, pour le coup, déjà, merci beaucoup, Laura. Effectivement, le temps passe un peu et je pense qu'il y a eu énormément de questions et d'intérêt de tout le monde. Et tu voulais pas parler de masterclass quand on parlait l'entretien, mais je pense que c'était vraiment une masterclass. Donc, tu as pu éclairer pas mal de monde sur le sujet et un grand merci pour ça. Je pense qu'on ne va pas vous retenir plus longtemps pour le coup parce que potentiellement des personnes étaient déjà en train de manger, d'autres n'ont pas encore mangé, comme c'est le cas pour moi. Donc, je pense que là, on est sur le bon format. En l'occurrence, pour répondre à vos questions sur les documents, effectivement, on va vous les partager par mail. Pour le coup, vous recevrez ça dans les prochains jours. Je pense que c'est un super outil. Donc, merci d'ailleurs encore pour ça, Laura, parce que ça va permettre d'avoir quelque chose de très pratico-pratique sur lequel s'appuyer. Le replay également sera accessible avec un lien sur notre chaîne YouTube. Donc, pour le coup, je n'ai pas d'autres points, si ce n'est vous remercier aussi à tous pour votre temps et vous souhaiter un bon appétit, du coup. Donc, profitez bien et puis il faut s'amuser avec la RSE, c'est souvent ça. En tout cas, faire des choses qui font sens pour tout le monde et puis ça marche. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée, bon appétit. Merci. À bientôt. À Au revoir. plus. Ciao.